L'injustice est une mère qui enfante des révoltes. Victor Hugo. J'ai passé 20 ans de ma vie à bâtir cet empire. 20 ans à sacrifier mes nuits, mes amitiés, parfois même ma santé. J'ai transformé une simple entreprise familiale en un géant industriel, faisant grimper sa valeur à près d'1 milliard de dollars. Chaque décision stratégique, chaque négociation cruciale, chaque crise évitée, tout portait ma signature. J'étais convaincue que ce jour marquerait l'aboutissement de mes efforts. Ma mère m'avait convoquée dans son bureau pour discuter de l'avenir de l'entreprise. J'étais prêt. J'avais bâti cette société de mes mains, je l'avais façonnée à mon image. Elle était mon héritage légitime. Quand je suis entrée, elle était assise derrière son immense bureau en acajou, cet endroit où tant de décisions avaient été prises. Les murs étaient ornés de prix et de reconnaissance, des preuves éclatantes de mon travail acharné. Je m'attendais à une discussion sérieuse, peut-être un échange sur la transition, sur les prochaines étapes. Mais au lieu de cela, elle m'a regardé avec un sourire doux et a simplement dit « C'est ta sœur qui prendra la relève ». Un silence glacé s'est installé. Je l'ai fixé, cherchant une explication, un signe qu'il s'agissait d'une mauvaise blague. Mais il n'y avait rien dans son regard, rien d'autre qu'une certitude implacable. Ma sœur, celle qui n'avait jamais connu les longues heures de travail, les nuits passées à résoudre des crises, celle qui n'avait jamais négocié un contrat, jamais dirigé une réunion, jamais pris une décision stratégique. Les battements de mon cœur se sont accélérés, mais mon visage est resté impassible. Je voulais comprendre. Pourquoi ? Elle a toujours eu un sens du leadership différent du tien, a continué ma mère, comme si elle expliquait une évidence. Elle saura apporter une vision nouvelle. Une vision nouvelle ? Était-ce une plaisanterie ? Ce n'était pas une question de vision, c'était une question de mérite. Mais je n'ai pas protesté. Je n'ai pas crié. Pas un mot ne s'est échappé de mes lèvres. Je me suis levée lentement, gardant une posture droite malgré la tempête intérieure qui menaçait d'exploser. Je lui ai adressé un dernier regard, cherchant un signe de regret, une hésitation. Mais elle est restée calme, presque sereine. Alors, j'ai hoché la tête et je suis sortie du bureau. Ce jour-là, une partie de moi est morte. Mais une autre est née. Une partie qui n'oublierait jamais cette trahison. Une partie qui, tôt ou tard, prendrait sa revanche. Rien n'est plus dangereux qu'un homme trahi qui garde le silence. Alexandre Dumas. Lorsque je suis sortie du bureau de ma mère, le couloir m'a semblé étrangement plus long que d'habitude. Mes pas résonnaient sur le parquet en bois sombre, et chaque écho me rappelait brutalement la sentence qui venait de tomber. J'avais passé 2 décennies à bâtir cet empire, et en quelques secondes, on m'en avait exclu. Les employés que je croisais me saluaient avec leur respect habituel, ignorant tout du coup de poignard que je venais de recevoir. J'avais envie de hurler, de briser cette façade d'indifférence, de leur dire que je n'étais plus celui qu'ils croyaient. Mais à quoi bon ? Le combat ne se menait pas dans les couloirs. Il se préparait dans l'ombre. Je me suis enfermée dans mon bureau, celui que je considérais comme le cœur même de l'entreprise. Mon regard a balayé la pièce, chaque meuble, chaque document, chaque détail. Tout ici portait mon empreinte. J'avais conçu chaque plan stratégique, mené chaque fusion, déjoué chaque crise. Et pourtant, dans quelques semaines, tout cela ne serait plus à moi. J'ai fermé les yeux. Un flot de souvenirs est remonté à la surface. La première fois que ma mère m'avait parlé de l'entreprise, j'avais à peine 18 ans. Elle m'avait dit que ce monde n'était pas pour les faibles, qu'il fallait être impitoyable pour survivre. Alors j'avais suivi son enseignement. Je m'étais forgé une réputation de leader froid, calculateur, efficace. J'avais tout donné pour prouver ma valeur. Et aujourd'hui, elle me dépossédait, comme si tout cela ne comptait pas. Pourquoi elle ? Pourquoi ma sœur, qui n'avait jamais souffert pour cette entreprise ? Qui n'avait jamais porté son poids sur ses épaules ? Un léger rire amer m'a échappé. Le pire, ce n'était même pas la décision. C'était la façon dont elle avait été annoncée. Ce sourire, ce ton léger, presque bienveillant, comme si elle ne réalisait même pas ce qu'elle était en train de faire. Comme si c'était une évidence. Je savais que me battre contre cette décision frontalement ne servirait à rien. Ma mère était une femme d'acier, une femme qui ne revenait jamais sur ses choix. Si elle avait décidé que ma sœur prendrait ma place, alors la discussion était déjà close. Mais il y avait une chose qu'elle ignorait encore. Ce monde,
Elle me l'avait appris. Cette entreprise, elle m'avait façonné pour la diriger. Et maintenant, elle allait découvrir ce que cela signifiait d'avoir un adversaire qu'elle avait elle-même créé. Les grandes injustices se vengent dans le silence et la patience. Honoré de Balzac. Les jours qui suivirent furent un tourbillon de faux-semblants. Je continuais à occuper mon poste comme si rien n'avait changé. J'assistais aux réunions, signais des contrats, donnais des ordres avec la même assurance qu'avant. Mais intérieurement, tout était différent. Chaque sourire échangé avec ma sœur me brûlait la gorge. Chaque regard de ma mère, empli d'une fausse sérénité, nourrissait ma colère. Elle me pensait domptée, résignée. Elle croyait que je finirais par accepter leurs décisions, par me retirer avec élégance et gratitude. Elle ne me connaissait pas. Le soir, une fois les bureaux vides, je restais seule dans mon bureau, observant les lumières de la ville à travers la baie vitrée. J'imaginais l'avenir de l'entreprise sans moi. Je visualisais les erreurs que ma sœur ferait, les failles dans lesquelles elle tomberait. Elle n'avait ni mon expérience ni ma résistance. Elle ne survivrait pas à la pression de ce monde impitoyable. Mais je n'allais pas attendre qu'elle échoue d'elle-même. J'ai commencé par étudier discrètement les moindres failles du système que j'avais construit. Je connaissais chaque département, chaque branche de l'entreprise mieux que quiconque. Je savais où étaient les points faibles, les contrats sensibles, les clients instables. Il me suffisait de tirer sur les bons fils pour voir l'édifice trembler. Puis, j'ai rassemblé mes alliés. Dans l'ombre, certains dirigeants me restaient loyaux. Des cadres supérieurs, des partenaires stratégiques, des investisseurs. Tous ceux qui savaient que c'était moi, et non ma sœur, qui tenait réellement les rênes de cet empire. Une simple conversation avec l'un d'eux a suffi pour déclencher la première fissure. « Si ta sœur prend les commandes, notre confiance en l'entreprise en sera ébranlée. » Cette phrase, subtilement distillée dans les bons cercles, a suffi à semer les premiers doutes. Et dans le monde des affaires, un doute est plus destructeur qu'un coup direct. Pendant que ma sœur se préparait à prendre sa place, je préparais sa chute. J'avais bâti cet empire, et je savais exactement comment le reprendre. La vengeance est un plat qui se mange froid, Pierre Choderlos de Laclos. Chaque matin, je m'asseyais dans mon bureau comme si rien n'avait changé. Chaque jour, j'accomplissais mes tâches avec le même sérieux, assistant aux réunions, signant des contrats, donnant des directives. Mais en réalité, je tissais patiemment ma toile. Ma sœur, naïve et trop confiante dans la bénédiction de notre mère, ne voyait rien venir. Elle croyait que la transition se ferait en douceur, qu'elle prendrait les commandes sans heurts, que tout le monde accepterait son autorité. Mais l'entreprise n'était pas une famille, c'était un champ de bataille. Et moi, j'en connaissais chaque tranchée. J'ai commencé par semer des doutes. Une rumeur ici, une question stratégique là. Dans les couloirs, parmi les cadres supérieurs, dans les bureaux des investisseurs. J'avais travaillé avec eux pendant des années. Ils me connaissaient. Ils savaient que j'étais l'architecte de cet empire. Alors, quand je leur faisais part de mes inquiétudes sur la direction future de l'entreprise, ils écoutaient. Elle manque d'expérience. L'entreprise peut-elle vraiment prospérer sous son leadership? Le marché est trop instable pour prendre un tel risque. Les premiers signes de scepticisme ne tardèrent pas à apparaître. Des investisseurs demandèrent des réunions supplémentaires. Des partenaires exigèrent des garanties. La confiance, cet élément invisible mais essentiel à la survie d'un empire, commença à vaciller. Mais ce n'était qu'une première étape. Dans l'ombre, j'avais un autre plan. J'avais toujours su que le pouvoir ne résidait pas uniquement dans les titres, mais dans le contrôle de l'information. J'avais encore accès à tous les dossiers financiers, aux flux de trésorerie, aux contrats en cours. En analysant ces données, j'ai découvert des failles. Des erreurs passées, des décisions risquées que ma sœur ne comprenait même pas encore. Alors, j'ai attendu. Et puis, j'ai lancé le premier coup. Un contrat clé, l'un des plus stratégiques de l'entreprise, a soudainement été mis en péril. Un de nos partenaires majeurs a exprimé des doutes sur la transition et a retardé la signature d'un accord vital. L'effet a été immédiat. Le conseil d'administration a demandé des explications. Ma sœur a été convoquée. Je l'ai regardée entrer dans cette réunion avec l'assurance de quelqu'un qui croit encore tout maîtriser. Mais moi, je savais que c'était le début de sa chute. Le pouvoir ne se prend pas, il se reprend. Charles de Gaulle. Lorsque ma sœur est entrée dans la salle du conseil, je pouvais voir l'assurance dans son regard. Elle croyait encore contrôler la situation.
Elle pensait que son statut de nouvelle dirigeante suffirait à calmer les doutes des investisseurs. Mais elle ignorait une chose essentielle. Dans ce monde, l'autorité ne s'hérite pas, elle se prouve. Le président du conseil, un homme avec qui j'avais bâti des années de collaboration, prit la parole le premier. Nous avons entendu certaines inquiétudes du marché concernant la transition de direction. Pouvez-vous nous expliquer votre vision pour stabiliser l'entreprise dans cette période critique ? Une question simple en apparence, mais dont la réponse déterminerait le cours des événements. Je l'ai vu hésiter, cherchant ses mots. Ce n'était pas un problème de compétences académiques ou de charisme. C'était une question d'expérience. Elle n'avait jamais été confrontée à une véritable crise. Elle ne savait pas comment rassurer une salle remplie d'hommes et de femmes qui ne croyaient que ce qu'ils voyaient. Elle a commencé à parler, évoquant des projets, des idées, une nouvelle vision. Mais je pouvais déjà voir les visages impassibles autour de la table. Ils n'avaient pas besoin d'une vision. Ils avaient besoin d'une preuve que cette entreprise continuerait à prospérer sans moi. Alors, quand un des investisseurs les plus influents a posé sa question, la fissure est apparue. Très bien. Et qu'en est-il du contrat avec notre partenaire principal ? Nous avons entendu dire que des négociations étaient en suspens. Quelle est votre stratégie pour les finaliser ? Le silence fut plus long que nécessaire. Elle ne s'y attendait pas. Moi, oui. Assis discrètement au fond de la salle, je n'ai pas souri. Je n'ai pas laissé transparaître la moindre satisfaction. Mais intérieurement, je savais que la première faille venait de s'ouvrir. Elle a tenté de répondre, parlant de solutions alternatives, de nouvelles négociations. Mais ces mots ne suffisaient pas. Dans cette entreprise, chaque décision devait être calculée, chaque risque anticipé. Moi, j'aurais déjà eu la réponse parfaite. J'aurais désamorcé la situation avant même qu'elle ne devienne une menace. Mais elle n'était pas moi. Lorsque la réunion s'est terminée, ma mère m'a lancé un regard bref, indéchiffrable. Elle savait que quelque chose se passait, mais il était déjà trop tard. J'avais initié le premier mouvement. Et bientôt, tout basculerait. On ne perd jamais une guerre avant d'avoir livré sa dernière bataille. Napoléon Bonaparte. Les jours suivants furent marqués par une tension palpable dans l'entreprise. Les couloirs, d'ordinaire animés par l'énergie des ambitions et des négociations, étaient devenus des terrains silencieux où les regards s'échangeaient furtivement. Tout le monde sentait que quelque chose se tramait, mais peu savaient exactement quoi. Pour ma sœur, le poids du scepticisme commençait à peser. Je le voyais dans sa posture, dans la façon dont elle s'accrochait au dossier, comme si les chiffres pouvaient lui donner l'assurance qu'elle perdait. Les investisseurs n'étaient plus aussi accessibles. Les cadres supérieurs prenaient à leur distance. Et ma mère, bien que toujours sereine en apparence, affichait un froncement de sourcils qui ne lui était pas habituel. Mais ce n'était qu'un début. Le contrat que j'avais discrètement mis en péril était désormais officiellement en danger. L'entreprise qui devait sceller l'accord hésitait, demandant des garanties supplémentaires. L'annonce se répandit rapidement, et avec elle, l'idée que la nouvelle direction était fragile. Une entreprise telle que la nôtre ne pouvait se permettre un instant de faiblesse. Chaque décision comptait, chaque faux pas se payait au prix fort. J'ai continué mon travail dans l'ombre, alimentant subtilement les doutes. Des échanges feutrés avec les bonnes personnes, des documents glissés dans les bons bureaux, des décisions retardées juste assez pour créer de l'incertitude. Rien d'illégal, rien de directement traçable, juste de la stratégie. Puis, le véritable coup est tombé. Un concurrent majeur, que j'avais volontairement laissé croire à une faiblesse structurelle, lança une offre agressive sur un de nos marchés clés, un mouvement qui, en temps normal, aurait été immédiatement contré. Mais cette fois, la réponse de ma sœur tarda. Elle était débordée, dépassée par l'accumulation des crises qui lui éclataient au visage. Les membres du conseil ont réagi immédiatement. Une réunion de crise fut convoquée. Je savais que c'était le moment clé. L'instant où les décisions se renversent, où les alliances se reforment. Lorsque j'ai été invitée à cette réunion, officiellement en tant que consultant stratégique, j'ai compris que la partie arrivait à son apogée. Je n'avais pas besoin de réclamer mon trône. On allait me le rendre de leur propre chef. L'autorité ne se donne pas, elle se reprend. François de la Rochefoucauld. La salle de réunion était plongée dans une atmosphère lourde. Les visages fermés des membres du conseil, les murmures échangés à voix basse, tout indiquait que ma sœur n'était plus perçue comme une dirigeante forte, mais comme une faiblesse à corriger. Elle était là,
assise à sa place habituelle, mais son regard trahissait la tension qui l'habitait. Elle savait. Elle comprenait enfin que le vent avait tourné. Le président du conseil prit la parole, sa voix grave résonnant dans la pièce. Nous sommes ici aujourd'hui pour discuter de l'avenir de cette entreprise. Les derniers événements ont soulevé des inquiétudes majeures. Nous avons besoin d'une direction claire et stable. Un silence. Ma sœur prit une inspiration, tentant de défendre sa position. Je reconnais les défis récents, mais nous avons des solutions en cours. Nous devons simplement ajuster notre stratégie et renforcer notre position. Sa voix manquait de conviction. Elle tentait de garder le contrôle, mais elle sentait l'équilibre lui échapper. C'était à ce moment-là que le président du conseil se tourna vers moi. Nous avons également demandé l'avis de quelqu'un qui connaît cette entreprise mieux que quiconque. Nous aimerions entendre votre perspective. Je laissai passer une seconde avant de répondre, feignant la réflexion. L'entreprise est à un tournant. Il faut agir vite et avec précision. Nous ne pouvons pas nous permettre d'hésiter face à la concurrence et aux doutes du marché. Je marquai une pause, laissant mon regard balayer la salle. Dot. Ce que nous avons bâti est trop précieux pour être mis en péril par l'incertitude. Ces mots suffirent. Ce n'était pas une attaque directe contre ma sœur, mais c'était suffisant pour que le conseil comprenne le message. Les discussions continuèrent, mais l'issue était déjà décidée. Un vote fut organisé. Et quelques minutes plus tard, ma sœur n'était plus la PDG. Elle ne protesta pas. Elle savait que c'était terminé. Quant à ma mère, elle resta silencieuse. Elle m'observa un instant, puis lentement, elle esquissa un léger sourire. Un sourire d'acceptation. J'avais gagné, mais la vraie question était, à quel prix? 1 an plus tard, je me tenais à nouveau dans le bureau du PDG. Mon bureau. Les mêmes trophées, les mêmes murs ornés de reconnaissance, mais tout semblait différent. L'entreprise avait retrouvé sa stabilité, les investisseurs leur confiance, et les employés leur leader. Ma sœur avait quitté la société peu après son éviction. Elle vivait désormais à l'étranger, loin de cet univers qu'elle n'avait jamais vraiment compris. Ma mère, quant à elle, avait pris sa retraite, passant ses jours entre voyages et jardins luxuriants. Elle ne mentionna jamais ce qui s'était passé. Pas un mot de reproche, pas un signe de fierté. Juste un silence lourd de sous-entendus. Un matin, alors que je signais des documents, mon assistant m'annonça une visite inattendue. « Votre mère est là ?» Je levai les yeux, surpris. Elle n'était pas venue ici depuis des mois. Elle entra, vêtue d'un tailleur sobre, ses cheveux argentés parfaitement coiffés. Son regard parcourut la pièce avant de se poser sur moi. « Tu as réussi !» Ce n'était ni un compliment ni une accusation, juste un constat. Je hochai la tête, attendant la suite. « Tu sais pourquoi je l'avais choisie, elle ?» Je ne répondis pas. Parce que je croyais qu'elle avait ce que tu n'avais pas, la capacité à écouter. Mais j'avais oublié une chose. Un sourire presque nostalgique traversa ses lèvres. Dans ce monde, ce ne sont pas ceux qui écoutent et qui survivent. Ce sont ceux qui agissent. Elle se tourna vers la porte, puis, avant de sortir, lança « Prends soin de mon entreprise ». Et elle partit, sans un regard en arrière. Je restai immobile un long moment, fixant l'espace qu'elle venait de quitter. Puis, lentement, je repris mon travail. Ce soir-là, en quittant le bureau, je m'arrêtai devant le panneau lumineux de l'entreprise, où mon nom brillait en lettres capitales. Je n'éprouvais ni triomphe ni joie, juste une étrange paix. J'avais tout repris, mais au fond, je savais que la vraie victoire n'était pas d'avoir reconquis ce siège. C'était d'avoir prouvé, à moi-même avant tout, que je n'avais jamais eu besoin de leur permission pour régner. Le pouvoir ne se donne pas, il se prend. Et une fois pris, personne ne peut vous l'enlever. La vengeance en valait-elle vraiment la peine? Auriez-vous pu pardonner, ou était-ce nécessaire de tout détruire pour renaître?